Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau Tech Summer Show, comme d'habitude pour l'actualité informatique et technologique de la semaine. Nous avons pas mal de news cette semaine-ci, notamment le fait que vous avez Facebook qui a lancé leur clone de Twitter, oui. Vous avez aussi un 5600X 3D qui arrive. Oui, ça aussi c'est bizarre comme processeur, mais c'est seulement aux États-Unis. Il y a aussi un Ryzen 7500F qui sort, des news au niveau de la RTX 4060 16Go, des news au niveau smartphone, dont un qui va sortir avec 24Go de RAM, ça ne sert à rien, mais on verra bien. Et aussi, c'est les Prime Days, donc on va parler Prime Days. Mais avant ça, ce début de vidéo est sponsorisé par Ugreen et leur deal pour les Prime Days. Donc pour les Prime Days, Ugreen a plein de deals sur tous leurs produits, que ce soit des chargeurs, boîtiers pour SSD, câbles en tout genre ou même batteries externes gigantesques. Ici par exemple, vous avez le Nexode chargeur 65 watts qui est ultra compact. Il a deux ports USB type C ainsi qu'un port USB type A et il peut donner jusqu'à 65 watts maximum. Bien évidemment, si vous avez plusieurs appareils connectés, ça va être séparé entre les différents appareils. Et nous avons aussi un boîtier pour SSD M.2 NVMe qui vous permettra donc de mettre n'importe quel SSD NVMe. Avec ce boîtier, vous pourrez atteindre des vitesses théoriques de 10 gigabits à la seconde et j'ai pu le tester justement dans Windows avec un SSD NVMe. J'atteignais plus de 1 gigaoctet à la seconde, ce qui est énorme. Et en plus, vous avez un câble USB type A et un câble USB type C, comme ça vous êtes compatible avec n'importe quel PC. Et vous avez aussi une sorte de petite coque en silicone qui permet de protéger le boîtier. Et pour installer un SSD NVMe, c'est hyper simple. Vous avez juste à appuyer sur un bouton, vous mettez le SSD, vous mettez le pad thermique pour conduire la chaleur dessus ici, vous refermez et c'est bon. Du coup, n'hésitez pas à découvrir ces deux produits en suivant le lien dans la description. Et vous aurez aussi un lien dans la description vers la page officielle de Ugreen sur Amazon où vous pourrez retrouver toutes leurs offres pour les Prime Days. Encore un grand merci à eux d'avoir sponsorisé ce début de vidéo et continuons avec le reste justement de cette vidéo. Commençons justement par Twitter. On va commencer par une autre news qui arrivait avant le fait que Facebook annonce leur clone de Twitter et c'est le fait qu'ils ont mis en place des limites au niveau du nombre de posts que vous pouvez voir par jour. Ces limites depuis ont été augmentées, il faut le savoir, mais à la base, elles étaient de 6000 posts pour personnes vérifiées à 600 posts pour ceux qui avaient un compte normal et même 300 posts pour quelqu'un qui venait juste de créer un compte. Donc ça veut dire que vous pouviez voir basiquement 600 posts, 600 tweets différents en une journée. Pour vous dire, j'ai pu outrepasser cette limite juste en m'amusant en scrollant en genre 5 minutes. Donc c'était plutôt rapide. Depuis, ça a été augmenté un petit peu, il faut le savoir. Et pourquoi ça a été mis en place? La raison est tout à fait valide, selon moi, même si, évidemment, ça met une situation plutôt compliquée pour Twitter. C'est le fait que vous avez beaucoup de personnes, vu que l'API maintenant va devenir, même payante techniquement, il y a beaucoup de personnes qui font du scraping. C'est-à-dire qu'ils vont, au lieu d'utiliser l'API pour récupérer les tweets, ils font comme s'ils étaient des utilisateurs, en fait. Ils vont juste sur le site et récupèrent littéralement les tweets d'une autre manière, ce qui s'appelle du scraping. Donc ça, c'est quand vous n'utilisez pas l'API d'un site officiel et que vous allez récupérer quand même des informations dessus d'une autre manière. Donc le problème, c'est qu'il y a tellement de personnes qui font du scraping que ça surcharge les serveurs Twitter et du coup, ça a amené à cette situation-là. Selon moi, je pense que ça aurait pu être mieux mis en place. Je pense qu'il y a moyen de vérifier que quelqu'un ne fait pas de scraping, qu'il utilise juste Twitter normalement et que cette personne ne devrait pas être soumise à la limite. Mais bon, et ça veut dire aussi que ça punit les personnes qui utilisent réellement Twitter. Parce que même si vous êtes vérifié et que la limite a été augmentée depuis, mais au début c'était 6000 posts. Si vous êtes très gros utilisateur de Twitter, vous pouviez l'utiliser en une journée sans aucun problème rapidement. Et forcément, si vous payez pour Twitter Blue, c'est que vous utilisez beaucoup Twitter. C'est que vous êtes très intéressé par la plateforme et que vous passez du temps dessus. Et pour ceux qui n'étaient même pas vérifiés, donc 600 posts par jour, ça c'était hyper rapide à atteindre comme limite. Et il y a beaucoup de gens comme ça. Donc forcément, ça a amené les gens à être encore plus énervés au niveau de Twitter. Et du coup, pendant tout ce débâcle avec Twitter, vous avez Meta ou Facebook, si vous préférez, qui en a profité pour annoncer Threads, qui est basiquement un clone de Twitter, mais un peu différent. Il y a des petites différences. Il y a des choses qui ressemblent plus à Instagram, parce que techniquement, c'est une application Instagram, mais ça reste une application dédiée qui est à part d'Instagram. Elle n'est pas disponible d'ailleurs aussi en Belgique pour le moment. Enfin, moi, je n'y ai pas accès, donc je n'ai pas pu vraiment tester. Mais il y a des petites différences, il faut le savoir. Il faut aussi savoir que, évidemment, c'est Meta derrière, donc tous vos données vont être collectées par l'application et il y a des gens qui montraient des screenshots, justement, des autorisations demandées sur le Play Store par l'application et c'est juste abusé. Genre, elle demande tout. Genre, elle va vraiment vous espionner. Donc, pour ceux qui avaient fui
Facebook pour aller sur Twitter et qui voudraient passer sur Threads, non. Croyez-moi, vaut mieux que vous restiez sur Twitter parce que là, vous allez juste retomber dans l'écosystème Facebook et vous allez vous faire espionner à fond. Il y a aussi des problèmes dû au fait que si vous utilisez le même email que Instagram, il reconnaît votre compte Instagram et du coup, il vous force à utiliser le même nom d'utilisateur que sur Instagram. C'est aussi fait pour vérifier les gens techniquement, donc pour éviter que quelqu'un, je suppose, vole le nom d'une personne connue. Et ça veut dire aussi que si vous étiez déjà vérifié sur Instagram, vous allez récupérer votre vérification sur Threads, qui est sympathique, je suppose. Mais ouais, ça peut poser des problèmes pour certaines personnes qui n'avaient peut-être pas le même nom sur Instagram que sur Twitter avant, et qui voudraient le même nom que sur Twitter, sur Threads, forcément. Donc, l'application, a fait un énorme lancement. Ils ont eu 30 millions d'installations le premier jour, pour information. Donc 30 millions de nouveaux utilisateurs, basiquement. Et ils ont maintenant, pour information, il me semble, une centaine de millions que ça a été indiqué. Alors, est-ce que toutes ces personnes utilisent activement l'application? Pas forcément. Est-ce que ces personnes vont continuer d'utiliser l'application? Pas forcément. Seul le temps nous le dira. Et là, du coup, il faut juste attendre, en fait. Une chose est sûre, par contre, c'est que comme beaucoup de gens sont mécontents de ce qui se passe au niveau de Twitter, vous avez cette situation qui est forcément arrivée. Il y a aussi le fait que, du coup, Elon Musk a accusé Mark Zuckerberg de copier certains trucs de Twitter, et même dû au fait que, en fait, Meta a recruté des anciens ingénieurs Twitter, parce que je vous rappelle que 75% des gens chez Twitter ont été virés, donc forcément il y avait des ingénieurs dans le lot, et certains de ces ingénieurs ont juste été directement jusque Meta. Et donc là, vous avez Elon Musk qui accuse le fait que potentiellement Threads réutiliserait des mêmes technologies. Genre, ces personnes auraient été chez Threads ou chez Meta du coup, et auraient redéveloppé les mêmes technologies parce que même sans copier le code, ils se souvenaient comment c'était fait, quoi. Donc ça, il faudra voir où mènera cette accusation. En attendant, la situation est... C'est un peu la guéguerre, on peut le dire, surtout entre Elon Musk et Mark Zuckerberg. Ensuite, on passe à un mini-test très rapide du Lexar NM790, qui est un SSD pour information NVMe PCI Express 4.0 par Lexar. Ce n'est pas un test sponsorisé, je tiens à le préciser, mais cet exemplaire de test vient de la marque. Lexar est une marque que je connais assez bien parce que, à la base, ils font des cartes SD pour caméra, des cartes CF Express, SD et tout ça. Et j'en ai justement, que j'ai acheté par moi-même, parce que c'est une assez bonne marque à ce niveau-là. Ils ont des très bonnes cartes SD de qualité, suffisamment rapide et à un prix honnête, ce qui est très important évidemment, parce que des fois les cartes SD peuvent coûter extrêmement cher chez certaines marques. Sony. Bref, dans tous les cas, c'est du coup un SSD, comme j'ai dit, NVMe PCI Express 4.0 et il peut atteindre, comme ils le disent, 7400 MB à la seconde et j'ai pu le confirmer. J'ai pu atteindre ce genre de vitesse-là. Donc là, ça se confirme, c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, on va être honnête, tous les SSD sont un peu les mêmes. Genre, ils utilisent les mêmes puces mémoire, des mêmes constructeurs, les mêmes contrôleurs. Donc, bien souvent, la différence va se faire soit au niveau de la garantie, ce qui est important, et aussi au niveau évidemment, du prix. Donc là, si on regarde vite fait les prix, le NM790 en version 2 Tera en PCI Express 4.0 est vendu 109 €, ce qui est en réalité un assez bon prix pour un SSD PCI Express 4.0 parce que la plupart sont à 120, voire même 140 € pour la même capacité. Donc, le prix est bon. C'est toujours plus cher par contre que des SSD PCI Express 3.0, mais ceux-là sont évidemment plus lents. Donc, il faut voir selon vos besoins. Mais si vous avez vraiment besoin de cette vitesse, c'est une bonne alternative, selon moi. Encore une fois, tout le monde utilise un peu les mêmes puces mémoire, tout le monde utilise un peu les mêmes contrôleurs. Donc, la différence se fait au niveau du prix et la garantie. Et ici, je peux vous garantir que Lexar a justement une très bonne réputation à ce niveau-là. Donc, ma foi, je recommande. Ensuite, passons à des news au niveau smartphone. Vous avez Asus qui a annoncé le Zenfone 10, qui est basiquement le Zenfone 9, mais amélioré. Et le Zenfone 9 était en réalité déjà très très bon. Ils ont ici rajouté pour le Zenfone 10 la charge sans fil, ainsi que le fait que, pour information, la stabilisation du capteur principal notamment a été encore plus améliorée. Elle est vraiment excellente. J'ai vu des contenus là-dessus. C'est vraiment bluffant. Ce qu'ils ont fait ici, c'est une stabilisation sur 6 axes. C'est pour ça que le module caméra est aussi grand d'ailleurs. Ils ont aussi amélioré l'arrière, la finition arrière. C'était justement un des problèmes souvent cités sur le Zenfone 9, qui avait une finition arrière qui ne vieillissait pas très bien, on va dire. Et du coup, ça vous donne un smartphone haut de gamme,
petit format. C'est même certainement, si vous cherchez un smartphone Android petit format, avec quand même des specs haut de gamme, c'est certainement le seul choix que vous avez parce qu'il a un écran de 5,9 pouces qui peut aller jusqu'à 144 Hz. Tenez toutefois compte que c'est seulement dans certains jeux vidéo qu'il le supporte. Par défaut, c'est 120 Hz. C'est un écran OLED en 1440p basiquement, enfin 1080p techniquement, mais plus haut. Vous avez du coup aussi un Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 qui est très efficace au niveau énergétique parce que c'est celui qui est gravé avec TSMC, 8 Go de RAM. Vous avez aussi une option pour 16 Go de RAM et vous avez 128, 256 ou 512 Go de stockage, une batterie de 4300 mAh, ce qui est vraiment pas mal pour un téléphone de cette taille-là. Et justement, le chargement sans fil 15 watts et chargement en fil de 30 watts. Ça pourrait être un petit peu mieux. Donc vraiment, c'est un téléphone, et vous pouvez aller voir les reviews là-dessus, qui est vraiment beau en fait. Le truc, c'est qu'il est très bien équilibré. Il a un prix honnête. Il me semble qu'en Europe, il est vendu 799 €. Ça reste un certain budget, on va être honnête, mais pour un téléphone haut de gamme qui est solide, qui a tout ce qu'il faut, qui a Android stock aussi, ça c'est très important. Il y a très peu de trucs rajoutés par-dessus. C'est Android stock avec des bonnes petites améliorations et des specs aussi bonnes. Ben, c'est une offre qui est plutôt honnête. Et encore une fois, pour ceux qui cherchent un petit smartphone, vous n'avez pas vraiment le choix. Il n'y a pas beaucoup de choix au niveau Android. Donc ouais, personnellement, j'aimerais bien un téléphone comme ça. C'est juste que j'aime bien les grands téléphones. Donc Asus, si vous pouviez faire un Zenfone 10 Pro Plus, qui fait genre au moins 6,6, 6,7 pouces, ce serait génial. Merci. Ensuite, nous avons des leaks sur les prochains téléphones de Samsung qui seront annoncés pour information le 26 juillet. Il y a un énorme event, justement Samsung, ils vont annoncer les Fold, les Flip, les Flop, les Flap, qui du coup seront aussi accompagnés des Tab S9 et certainement d'une nouvelle Galaxy Watch, on verra bien. Dans tous les cas, ces nouveaux Fold 5 et Flip 5, la plus grosse différence, c'est qu'en plus qu'ils auront des spec updates, certainement au niveau processeur et tout ça, c'est qu'ils auront une nouvelle charnière. Et la nouvelle charnière, dans des leaks, on a vu qu'elle pouvait se fermer entièrement. Parce que les Galaxy Fold, notamment, quand ils étaient fermés avant, il y avait un petit espace. Ils n'étaient pas entièrement fermés. Un petit peu comme si je prendrais, je sais pas moi, ça. Ils étaient un peu comme ça. C'était fermé d'un côté, mais il y avait toujours un petit espace. Maintenant, avec la nouvelle charnière, ce sera entièrement fermé et ce sera à plat. Par contre, apparemment, il y aurait des informations comme quoi il ne supporterait même pas la norme IP56, c'était. Donc, c'est même pas résistant à la poussière, en fait. Donc, ce serait... Voilà. J'espère que c'est réellement résistant à la poussière parce que sinon, ce serait très mauvais. Dans tous les cas, c'est à peu près tout ce qu'on sait. On a les photos, comme j'ai dit ici. Ce sont techniquement des photos officielles. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. C'est juste que, par exemple, le flash a changé d'endroit. Maintenant, il est à droite des modules caméra. Voilà. Il y a toujours, évidemment, un trou pour la caméra de l'écran principal. On a toujours un écran de 7,6 pouces sur le Fold 5 avec la caméra sous l'écran, si je me souviens bien. Et puis le Flip, toujours à peu près le même avec un écran plus grand externe, évidemment. Et puis l'écran de 6,9 pouces interne. Donc ça, pas vraiment de changement. Ce qui, selon moi, n'est pas un problème. Je dirais que ce que j'attends le plus toujours pour ces téléphones pliables, c'est qu'ils baissent de prix. Je m'en fiche. Enfin, ils sont assez bons maintenant pour qu'on les utilise, mais il faut qu'ils soient à un prix où on puisse les acheter. Bon, il y a aussi le fait que l'écran est toujours techniquement en plastique et qu'il peut s'abîmer rapidement. Mais ça, je suppose que c'est une autre histoire. Ensuite, vous vous dites qu'il n'y a pas assez de RAM dans votre smartphone. Vous dites, il faut que mon smartphone ait plus de RAM que mon PC en entier. Eh bien, ne vous inquiétez pas, parce que Nubia va lancer le Red Magic 8S Pro Plus, qui aura jusqu'à 24 Go de RAM. Oui, je ne sais pas pourquoi ils auraient besoin de 24 Go de RAM, mais ça va être le cas. Donc, c'est évidemment le téléphone gaming de chez Red Magic. J'ai déjà pu tester les anciennes versions, le Red Magic 7 notamment, ainsi que le 6, si vous vous souvenez. Donc, pour moi, ce sont des très bons smartphones, et en particulier le 8, qu'ils ont déjà sorti, parce que là, c'est le 8S, donc c'est une version refresh. Le 8 il y en a qui vont se moquer de la façon dont je prononce 8, mais c'est pas grave. Un nouveau design que, selon moi, est beaucoup plus sympathique. Comme vous pouvez voir, c'est un design très carré, très boxy, mais avec une bordure d'écran très fine sur tous les côtés. Ce n'est pas un rendu exagéré, c'est vraiment à quoi ça ressemble. Donc, c'est un design qui est vraiment très sympathique, selon moi. Après, ça reste un smartphone
très gaming. Ne vous attendez pas à des photos incroyables. Ne vous attendez pas, je sais pas moi, à d'autres fonctionnalités spécifiques. Non, c'est vraiment pour le gaming. Mais je trouve que c'est peut-être plus un vrai smartphone maintenant pour même quelqu'un qui ne veut pas gamer, mais qui s'en fiche des caméras. Genre, vous pouvez vraiment l'utiliser et il est bon, il a un design qui est pratique aussi, qui est pas juste qui crie gaming, quoi. Bon, évidemment, il y a toujours une version avec un ventilateur pour ceux qui le veulent, donc ma foi, vous pouvez toujours vous amuser avec ça. J'essaierai de voir si je peux avoir un exemplaire de test parce que je serais curieux de le tester. Et pour information, du coup, alors, il y a des trucs un peu particuliers. Il y a une version qui peut aller jusqu'à 165 watts de chargement, mais la batterie est de seulement 5000 mAh. Mais il y a une autre version, qui n'est pas la version Plus, qui, elle, a 6000 mAh, mais seulement 80 watts de chargement. Donc en réalité, moi, je préférerais la version 6000 watts, parce que 6000 mAh, parce que pourquoi s'amuser à avoir 165 watts de chargement, mais une batterie plus petite? Ça sert pas à grand chose selon moi. Et maintenant on passe au niveau du fait que c'est les Prime Days en ce moment. Donc je vous rappelle que les Prime Days ce sont des promotions sur Amazon Prime, ou si vous avez un compte Amazon Prime, vous avez accès à ces promotions. Ça dure du coup 2 jours, donc c'est aujourd'hui par rapport à la sortie de cette vidéo et le lendemain, donc c'est le 11 et le 12 normalement juillet. Et j'ai regardé un petit peu s'il y avait des offres intéressantes. Après, je vais être très honnête avec vous, le problème avec les Prime Days, c'est que vous êtes inondé d'offres. Genre, il y a énormément d'offres et la plupart de ces offres sont juste nulles, en fait. Genre, vraiment mauvaises. Donc, c'est vraiment chercher une aiguille dans une botte de foin, des fois. Donc, j'ai juste repéré quelques offres que je trouve intéressantes. Je vous mettrai des liens dans la description. Ça permet de soutenir la chaîne vers des produits que personnellement je recommande parce que soit je les ai déjà utilisés ou soit ce sont des bons produits, quoi qu'il arrive. Donc là, on a notamment la Logitech G502 qui est vendue 32,99 €. C'est vraiment rien, je vais même m'en prendre une réellement, personnellement, parce que ça me fera une souris de backup. C'est la version filaire toutefois, mais excellente souris. Pour moi, il n'y a pas besoin de plus au niveau souris. Et là, vous l'avez pour 32,99 €, c'est rien du tout, franchement. Elle est à moins 23%, c'est pour dire. Vous avez aussi des SSD, donc là, on a notamment le Crucial MX 500 version 4 Tera pour 178 €. Donc pour ceux qui sont en mode j'ai besoin d'un max de stockage, mais je veux que ce soit du stockage rapide, ben voilà, vous avez une version 4 Tera pour 178 €. C'est rien du tout. Vous avez aussi des versions 2 Tera pour 110 €, mais là, vous pouvez avoir des SSD NVMe pour ce genre de prix. Donc, je prendrais plutôt ça, si vous le pouvez, en tout cas. Vous avez aussi des SSD justement de 2 Tera. Là, vous avez le BX500 de chez Crucial qui est à 85,40 € en version 2 Tera. Ça peut être très bon si vous avez besoin d'un SSD SATA. Vous avez aussi du coup des cartes SD. Je montre en particulier celle-là. Vous avez plein de promotions sur les cartes SD, donc si vous avez besoin de cartes SD, ça vaut la peine. Mais là, vous avez la version pour Nintendo Switch de la SanDisk et vous avez la version 128 Go qui devrait être suffisant pour la plupart des gens à 17,43 €. Petite promotion, mais un must si vous avez une Switch. Personnellement, j'ai techniquement 2 Switch et toutes les deux ont justement exactement la même carte SD de 128 Go, donc c'est pour dire. On a aussi un ordinateur portable pour ceux qui seraient intéressés par les ordinateurs portables. Il y en a plusieurs en réalité, mais celui que j'ai le plus remarqué c'était celui-là, c'est un Acer Nitro 5 en 15 pouces du coup avec un écran Full HD 144 Hz. Et le plus intéressant c'est qu'il a une RTX 3070 et quand même 16 Go de RAM. Donc c'est un ordinateur portable respectable au niveau spec. Et vous avez seulement, c'est un Core i7 de 11e génération, donc c'est moins bon que la 12e génération, mais soyons honnêtes, si vous voulez juste jouer à des jeux vidéo, et même en réalité ça reste un Core i7 avec beaucoup de cœurs, il me semble qu'il a 6 cœurs, vous serez très bon, il n'y a pas de problème. Donc c'est un ordinateur portable équilibré, et 999 €, c'est un assez bon prix honnêtement. Il y a d'autres offres au niveau ordinateur portable, je dirais que d'ailleurs qu'au niveau ordinateur portable, c'est là où vous avez pas mal d'offres qui peuvent être intéressantes. Faites toutefois attention parce qu'il y a des mauvaises offres réellement, genre avec des ordinateurs qui sont pas intéressants ou juste qui sont trop chers pour ce que c'est. On a aussi un petit peu d'écran. On a ici un écran MSI Full HD de 24 pouces en 170 Hz, FreeSync Premium d'ailleurs. Il a tout ce qu'il faut. C'est une dalle IPS aussi. C'est une dalle plate aussi pour ceux qui sont intéressés. Donc ça, c'est parfait pour un petit écran gaming. 139 €.
vous êtes bon, quoi. Il n'y a pas besoin de plus. Et si vous voulez plus, justement, il y a aussi MSI, encore une fois, avec le MSI Optics G27CQ4, magnifique nom, qui indique juste que c'est un écran 1440p 170 Hz, avec une dalle VA, toutefois. Donc, faites attention, il y en a beaucoup, justement, avec des dalles VA. Le problème des dalles VA, c'est que vous avez plus de luminosité, et il y a un bien meilleur contraste, mais par contre, vous pouvez avoir un petit peu du ghosting. Donc, si vous n'aimez pas le ghosting, voilà, faites attention à ça. Après, vous pouvez toujours aller tester ou juste le commander, voir ce que ça donne. Et si vous n'aimez pas, vous pouvez toujours le renvoyer. Mais 239 € pour un écran 1440p 170 Hz, ça vous montre à quel point maintenant le 1440p est le nouveau 1080p. Je voulais aussi montrer au niveau des SSD NVMe, toutefois ici, qu'il n'y a pas d'aussi bonne promotion que sur les SSD SATA, parce que les SSD NVMe ont déjà énormément chuté au niveau prix, au point même que, comme vous pouvez voir, le 970 EVO plus de chez Samsung est vendu le même prix que le SSD SATA que je vous ai montré juste avant, donc c'est pour dire. Toutefois, c'est par contre un peu plus compliqué de trouver les versions 4 Tera, parce qu'elles sont beaucoup plus rares, c'est souvent réservé au modèle Pro. Comme vous pouvez voir ici, il n'y a qu'une version 2 Tera, et du coup, elle coûte bien plus cher. Donc, si vous voulez encore 4 Tera de stockage, le SSD SATA est peut-être une meilleure solution, surtout si vous n'avez pas besoin de la plus grande vitesse possible. Dans tous les cas, juste pour vous montrer ici que sur le SSD NVMe, les promotions sont moins intéressantes. Là, par exemple, vous avez un Crucial P3+, qui est techniquement un SSD avec de la mémoire QLC, il faut le savoir. Il est vendu 89,99 € en promotion, donc c'est basiquement le même prix que le 970 EVO. Donc voilà. Oui, il est un peu plus rapide techniquement, mais c'est un SSD QLC, donc en réalité, cet avantage de vitesse peut vite chuter. Donc ouais, il n'y a pas... Selon moi, il n'y a pas vraiment, au niveau des SSD NVMe, en tout cas, des offres hyper intéressantes, parce que les prix étaient déjà hyper intéressants. Mais bon, ça peut quand même valoir la peine si vous en trouvez un qui correspond. Aussi, un truc que je voulais vous dire de faire attention, c'est que personnellement, je suis en train de chercher pour une TV, et justement, j'attendais les Prime Days pour voir s'il y avait des offres intéressantes. Et j'ai fait beaucoup de recherches sur les TV ces derniers temps, peut-être même trop de recherches. Dans tous les cas, c'est juste pour vous montrer que même des offres Prime Days, vous pourriez vous dire « Oh, une TV LG QNAD de 65 pouces, haut de gamme. » Donc, c'est quand même une TV avec une très bonne dalle ici, vendue 899 €. Mais en réalité, sur d'autres sites, elle était déjà à 899 €. Et en plus, l'image n'est même pas contractuelle parce que le pied est différent. Donc, ça pourrait vous induire en erreur aussi de vous dire que le pied ressemble à ça alors que le pied ressemble à ça. Donc, yep. Niveau TV, j'ai pas vu grand-chose d'intéressant. La plupart, c'était juste des TV 43 pouces en promotion. Ouais, honnêtement, passez votre chemin là-dessus, vous ne trouverez pas quelque chose d'intéressant. Et globalement, pour vous aider un petit peu à trouver des bons deals sur Amazon, moi, ce que je vous dirais de faire, c'est pas forcément aller voir dans les catégories. Genre, par exemple, ils sont en mode, oh, clique sur la catégorie, je sais pas moi, Karcher pour voir s'il y a des Karcher en promotion. Non. Regardez, vous dites-vous, qu'est-ce que j'ai besoin, que je devrais remplacer absolument ou que j'ai besoin. N'allez pas voir des deals juste parce que vous pourriez peut-être avoir besoin de quelque chose. Dites-vous peut-être, j'ai besoin d'une tondeuse gazon. Recherchez ça, et là, il vous affichera automatiquement les offres Prime, de toute manière, en priorité. Vous pouvez même chercher des modèles plus spécifiques. Et si c'est un modèle qui vous intéresse, et que le prix est réellement plus bas que sur le reste du marché, parce qu'il faut aussi chercher ce modèle en particulier, voir s'il y a peut-être d'autres sites qui l'ont moins cher ou au même prix, bien là, à ce moment-là, vous pouvez vous dire « Ok, je vais l'acheter ». Donc, yep, moi, c'est ce que je conseille de faire, parce que je peux vous dire que aller dans les catégories comme ça qu'ils vous mettent ici, vous cliquez là-dessus et vous pouvez perdre des heures à regarder à plein de produits que vous n'avez rien à faire pour peut-être trouver un deal. Donc ouais, le mieux c'est juste de chercher. Donc là par exemple, moi j'avais cherché ordinateur portable. Vous pouvez même donner plus d'informations. Par exemple gamer. Vous pouvez même donner une carte graphique, par exemple la 3070. Et automatiquement vous allez tomber sur des deals comme par exemple le Nitro 5. Donc comme vous pouvez voir, en étant spécifique dans les recherches, c'est là qu'on trouve selon moi des meilleurs deals plutôt que de perdre son temps à essayer de trouver un deal à travers les catégories préfaites par Amazon. Pour aussi ceux qui se demandent au niveau du hardware, il y a peut-être des bonnes promotions au niveau alimentation, boîtier, refroidissement, c'est là où souvent il y a des marges, où ils peuvent justement faire des promotions, mais ne vous attendez pas à des promotions incroyables, par exemple sur les cartes graphiques. Là j'ai regardé, il n'y avait pas grand-chose d'intéressant honnêtement. Yep. C'est un peu les prix qu'on a déjà en ce moment. De toute façon, il y a peut-être une RX 6600 ici à 197 € éventuellement, mais il y a la plupart des prix et il n'y a pas beaucoup de promotions. Donc,
ça vaut pas énormément la peine à ce niveau-là. Même chose avec les processeurs. J'ai regardé, et honnêtement, il n'y a pas grand-chose en fait. J'ai juste vu le 12400F, mais quand je clique dessus, c'est vendu par un autre vendeur. Ah non, maintenant c'est réellement à 147 €. Parce que je l'avais vu revendu par un autre vendeur, il n'y avait pas ce truc Prime et oui, bah, il n'était pas moins cher, quoi. Et comme d'habitude, faites attention qui vend un produit. Hein, ça, c'est important. Parce que si c'est vendu par un drôle de revendeur, faites attention. Après, techniquement, c'est les Prime Days. Donc, tout ce qui est vendu avec une réduction Prime est censé être vendu par Amazon, ou en tout cas expédié par Amazon en partenariat avec la marque. Donc là, par exemple, c'est expédié et vendu par Amazon. Bref, dans tous les cas, n'hésitez pas à regarder. Il y a des fois des bons deals, mais ne vous attendez pas non plus à des révolutions au niveau deal. C'est aussi des soldes. Je ne sais pas si c'est des soldes pour vous en France, mais c'est des soldes aussi en Belgique en ce moment. Donc, en réalité, il y a moyen d'avoir aussi des réductions sur tous les autres sites web. Ensuite, nous avons une news sur la RTX 4060 Ti 16 Go qui arrive très bientôt, normalement. Mais ben, le truc, c'est qu'il n'y aura pas de modèle Founder Edition, ça on le sait. Et aussi, c'est le fait qu'il n'y aura pas vraiment beaucoup de modèles dispo pour faire des tests. Et que même les constructeurs de cartes graphiques comme Asus, MSI, Gigabyte et tout ça, c'est juste des exemples pour citer, mais tous ces constructeurs ne semblent pas être très chauds d'envoyer des cartes pour review. Et moi, ça ne m'étonne pas. On l'a vu, le truc, c'est que la 4060 Ti 16 Go, contrairement aux autres fois où Nvidia a fait des versions avec plus de RAM qui avaient aussi des meilleurs specs, cette version 16 Go a exactement, je dis bien exactement les mêmes specs que la 4060 Ti 8 Go. C'est juste qu'elle a 8 Go de RAM en plus. Donc, dans certains jeux, ça va améliorer les choses, certains jeux qui étaient limités en RAM, mais dans la plupart des jeux, vous aurez exactement les mêmes performances. Le problème, c'est que cette carte va être vendue 549 €, si je me souviens bien, en Belgique ou en France aussi. Yep. Honnêtement, selon moi, ça va être le pire, je dis bien, le pire lancement de carte graphique de ces dernières années. En termes de proposition, en termes de valeur pour ce que vous achetez, ça va être l'un des pires de ces dernières années parce que ça va être une carte qui est juste pas intéressante du tout. En tout cas, au lancement. Si elle était sortie au même prix, si la version 8 Go n'existait pas et que la version 16 Go était sortie au prix de la 8 Go, peut-être là encore on aurait pu dire quelque chose, mais je peux vous le dire, ça va être un très très mauvais lancement et ça m'étonne pas que personne ne soit intéressé de participer pleinement à ce lancement-là, que ce soit les constructeurs de cartes graphiques ou même Nvidia, visiblement. Donc on verra bien ce que ça donnera, mais je peux vous le dire, ne vous attendez pas à grand-chose. Ensuite, on a une news comme quoi AMD a sorti un Ryzen 5 5600X 3D aux États-Unis le 7 juillet en exclusivité avec Micro Center, qui est un revendeur de hardware là-bas, pour le prix de 229 $. Et c'est à peu près ce à quoi vous pourriez vous attendre. C'est basiquement un 5600X avec un cache 3D. Et comme vous pourriez aussi vous attendre, ce cache 3D permet de booster énormément les performances dans les jeux vidéo. Donc là, ils mettent un petit peu les prix de sortie, mais évidemment, le 5800X 3D, qui est toujours vendu, a aussi énormément baissé de prix. Il est aux environs de 300 $ apparemment aux États-Unis. Et du coup, au niveau performance, ce cache 3D fait un peu la même chose que sur le 5800X 3D. Ça vous donne un très bon boost de performance. Donc là, vous pouvez voir que ce 5600X 3D arrive à égaler pratiquement un i5 13600K, en étant moins cher évidemment, dans pas mal de jeux. Il est toujours un petit peu en retrait par rapport au 5800X 3D qui profite d'une meilleure fréquence, mais il n'est pas très loin et il coûte moins cher. Donc en réalité, c'est un très bon deal, mais vous ne pouvez pas l'acheter. Donc en gros, voilà, c'est tout. Un autre processeur que vous ne pourrez certainement pas acheter, c'est le fait que AMD va sortir un Ryzen 5 7500F. Et oui, comme Intel qu'ils ont copié ici, parce que c'est totalement copié d'Intel, le F veut dire qu'il n'y a pas de partie graphique intégrée. Et c'est basiquement un 7600, un petit peu baissé au niveau de la fréquence, sans la partie graphique encore une fois, mais toujours aussi bon. Donc là, on peut voir qu'il tourne à 3,7 GHz, pas 7 GHz. Donc c'est juste 100 MHz en moins par rapport au Ryzen 5 7600. Et il a la même quantité de cache et tout ça, que ce soit L2 et L3. Et du coup, en réalité,
s'il était vendu en Europe, parce que apparemment ça semble être une exclusivité pour la Chine, ce serait une très bonne alternative. Donc, si j'étais AMD, ça et le 5600X 3D d'ailleurs, je les sortirai en Europe parce que ce sont des excellentes offres pour beaucoup de gens. Donc là, vous pouvez voir qu'il est un peu en retrait par rapport au 7600X, surtout en single core, mais en multicore, il arrive à le dépasser pour je ne sais quelle raison. C'est certainement dû au fait que son... En réalité, c'est logique. Le 7600X, en réalité, comme il était un des premiers Ryzen 7000, souffrait du problème que AMD a poussé trop le V-Core et tout ça, donc c'est un processeur qui consomme beaucoup pour pas grand-chose. Et quand ils ont sorti le 7600, le 7600 est beaucoup plus efficace au niveau énergétique parce que juste AMD l'a optimisé, on va dire, au niveau de son V-Core et tout ça. Et donc, par défaut, comme il chauffe moins, parce qu'il est moins en train de prendre de l'énergie pour rien du tout, de l'électricité pour rien du tout, ben il monte à une plus haute fréquence. Il booste de lui-même plus haut et du coup, il obtient de meilleures performances des fois. Donc, c'est ce qu'on voit avec le 7500F qui profite des mêmes avantages. Comme il est beaucoup plus raisonnable au niveau consommation, en réalité, il arrive à faire mieux en multicœur. Donc, yep. Il y a aussi le fait que comme il n'y a pas de partie graphique, ça doit un petit peu aider aussi, parce que ça veut dire qu'il chauffe encore un petit peu moins. Donc ouais, c'est vraiment certainement pour le marché chinois, pour les PC, je sais pas moi, de café, d'internet café, où beaucoup de gens jouent à des jeux comme League of Legends et tout ça. Et du coup, ils ont juste besoin d'un petit processeur qui marche bien. Ils mettent une carte graphique avec et puis c'est bon. Et ce sera certainement pour ce marché-là. Mais si on pouvait l'avoir en Europe, ce serait génial. Et enfin, dernière news, c'est le fait que Intel va sortir un refresh de Raptor Lake, qui est du coup les Intel de 13e génération, qui pourrait sortir du coup mi-octobre, donc soit le 17 ou jusqu'au 23. Et ce serait les Intel de 14e génération aussi, techniquement. Mais c'est un refresh, tenez en compte, c'est pas une nouvelle architecture, c'est plus une architecture qui a été refresh, corrigée. Donc on aurait toujours au maximum 8 cœurs haute performance et 16 cœurs haute efficacité énergétique. Ok. On est toujours sur le LGA 1700, donc à voir si on pourra les mettre sur les anciennes cartes mères, ce serait plutôt cool, Intel. Hein. Toujours des versions DDR4 et DDR5, donc à voir aussi. On a eu aussi des leaks au niveau des performances, et apparemment, alors il y a un peu plus de différence qu'on pourrait s'y attendre. Déjà, le fait que le Core i7 en particulier, au lieu d'avoir 8 cœurs haute efficacité énergétique et 8 cœurs haute performance, aurait 12 cœurs haute efficacité énergétique et 8 cœurs haute performance. Donc, basiquement, il aurait 4 cœurs haute efficacité énergétique en plus. Mais c'est toujours pas autant que le Core i9, qui lui en a 16. Et donc, grâce à ce petit gain au niveau cœur haute efficacité énergétique, et aussi le fait qu'il tourne à 100 MHz de plus que le 13700K, vous auriez jusqu'à 16,9% de performance en plus en multicœur, et plus raisonnable, 4,2% en single thread sur Cinebench. Donc, ça casse pas trois pattes à un canard, on va être honnête, mais si ça sort au même prix et que vous pouvez l'acheter au même prix, ça fait pas de mal à avoir comparé aux 13 700, aux 13 000 qui sont déjà disponibles. Après, si vous avez déjà un Core Intel de 13e génération ou même de 12e génération, ouais, ça vaut pas la peine d'upgrade. Gardez votre processeur, il est toujours très très bon. Hein. Donc c'est vraiment pour essayer de mettre plus la pression sur AMD certainement. Et aussi le fait qu'AMD a sorti des versions X3D de leurs processeurs qui ont remis AMD devant Intel au niveau performance dans les jeux vidéo notamment. Donc Intel veut certainement reprendre la couronne des performances. Donc il y a une petite guéguerre qui se fait ici. Après, tenez en compte, normalement, la vraie nouvelle architecture qu'on devrait voir d'Intel, ce sera Arrow Lake, et ce sera en 2024, et ça utilisera techniquement, alors c'est très bizarre, mais ça utilise un CPU node qui s'appelle Intel 20A, qui serait basiquement qui serait basé sur TSMC en 3 nanomètres. Donc c'est TSMC qui va graver les processeurs Intel. Donc oui, ça c'est aussi particulier, parce que normalement Intel grave leur propre processeur, hein, et qui monterait jusqu'à 8 cœurs haute performance et 32 cœurs haute efficacité énergétique. Donc là c'est vraiment, ça va être le nouveau Big Daddy, et il serait exclusivement en DDR5, ce qui est logique aussi. Donc ça, attendez-vous à un changement de carte mère, vous ne pourrez pas le mettre sur les anciennes cartes mères à coup sûr, c'est Intel, on les connaît, peu probable qu'ils le permettent, surtout que c'est un nouveau socket qui est le LGA 1851. Yep. Vous n'aurez pas de support sur les anciennes cartes mères. Donc, ouais, quoi qu'il arrive, ça fait pas de mal d'avoir un refresh, mais ouais, ne vous attendez pas à quelque chose d'incroyable. C'est 2024 qui va être l'année
des trucs plus intéressants. Et même chose avec AMD, Zen 5, normalement, devra arriver en 2024. Et du coup, c'était à peu près tout pour ce Tech ça marche aussi, pendant qu'une mouche continue de m'embêter, dégage la mouche. J'espère que vous avez bien apprécié. Si c'est le cas, poussez un pouce bleu. Si vous êtes intéressé par les offres Prime Days, n'hésitez pas à les voir dans la description. Vous avez aussi toutes les offres de chez Ugreen, évidemment, qui a sponsorisé ce début de vidéo. Encore merci à eux. Et du coup, c'est à peu près tout. Ciao, ciao!